Alors bonjour à tous, merci pour votre présence. Je vais attendre juste une petite minute afin de laisser tout le monde se connecter. Voilà, donc il est 11 heures, on va démarrer. Donc comme je l'ai dit, merci beaucoup pour votre présence. Donc un petit mot rapide sur nous. Donc Moufid Amish, ici côté GBN Smith. Je suis accompagné de Rémi Bizarre. Bonjour. Et de Grégory Boticcio, qui est le SAP Product Manager Webi, qui va être chargé en fait de nous montrer la live démo de Webi 4.2 SP6. Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que il y a quelques mois, on avait déjà tenu un webinar où Grégory était déjà gentiment venu nous présenter les features qui allaient arriver sur la 4.2 SP6. Aujourd'hui, elles sont disponibles, donc c'est le but du webinar aujourd'hui, c'est de vous les montrer en live ces nouvelles fonctionnalités. Donc avant de démarrer, quelques petites précisions. La première, donc n'hésitez pas à nous soumettre vos questions à tout moment via l'onglet questions que vous avez sur votre droite. Posez votre question et Rémi et Grégory s'efforceront d'y répondre à la fin de la session. Voilà, on répondra à toutes les questions. Donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions à tout moment. On y répondra. Pour information, nous vous enverrons l'enregistrement à la fin de la session. Comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont l'habitude des webinaires GBN Smith, on vous fera parvenir l'enregistrement de ce webinar à la fin de la session, une fois que la session sera terminée. Et enfin, une fois que la session sera terminée également, vous allez voir apparaître un petit sondage. Donc, pour ceux qui ont le temps, ce serait très gentil à vous d'y répondre, de prendre le temps d'y répondre. Ça va nous aider à nous améliorer lors de nos prochains webinaires. Merci Moufid. Donc, quelques chiffres, quelques infos concernant Webi. Donc, Webi, aujourd'hui, est utilisé par plus de 20 000 clients qui vont l'utiliser en production pour donc restituer les chiffres de leur entreprise. Webi, donc, ça couvre 70% des entreprises du Fortune 100. Et donc, c'est pour ça que c'est l'outil de reporting numéro 1 sur le marché de la BI. Pourquoi? Parce que c'est un outil très complet et qui a notamment la capacité de faire des rapports très lourds, pas très lourds, des rapports lourds, complexes. Donc, on pourra le voir encore sur cette démo. On est très loin de la liste simple. On peut faire des graphes, on peut multicomposer, plusieurs onglets et ainsi de suite. Ça, vous le savez bien. Et donc, il correspond donc aux attentes des développeurs, on va dire, vraiment de l'IT, mais aussi c'est un outil qui est facilement mis à disposition au métier. Donc, c'est vraiment un outil en libre service. Vous pouvez simplement interagir avec en rafraîchissant les données ou créer les rapports vous-même. Enfin, avec tout ça, puisque c'est un outil qui est aussi bien utilisé par le métier, donc pour les utilisateurs, on va dire lambda, que par l'IT, c'est un outil qui récolte énormément de demandes d'amélioration, d'où le webinaire d'aujourd'hui. Merci Rémi. Je vais maintenant laisser la main à Grégory pour se présenter et du coup lancer la démo live de la Webi 4.2 SP6. Oui, bonjour tout le monde, merci. Merci de m'avoir invité, merci à GBN Smith. C'est vraiment une opportunité pour moi de pouvoir vous présenter de manière live les nouveautés que nous avons inclus dans la 4.2 SP6 et j'espère que la petite démo vous conviendra. Donc dans Webi, le 4.2 SP6 est sorti depuis juillet dernier. C'est le dernier service pack à votre disposition. Juste pour vous donner quelques timelines, on prévoit un service pack 7 pour début 2019, pour février 2019, au tout début de février 2019. Dans ce service pack 7, alors pour être franc, pour une fois, il n'y aura pas beaucoup d'innovation. Il y en aura une qui sera ce qu'on appelle une valeur par défaut dynamique pour les points d'entrée, pour les input control, que ce sera la seule innovation. On inclura essentiellement du bug fixing de ce service pack 7 parce que toute l'équipe Webi actuellement est en train de préparer la BI 4.3 qui sort en fin 2019. Donc raison pour laquelle le service pack 7 sera très léger. Et voilà, donc pour le Service Pack 6, ce sera l'objet de notre démonstration aujourd'hui.
Et en gros, voici les quelques innovations, les principales innovations que je vais vous démontrer dans ma démo. Donc, les charts animations, comme c'est démontré, comme on voyait actuellement à l'écran, plus que quelques fonctionnalités assez très intéressantes pour vous et qui permet d'envisager Webby d'une autre manière. Je vais maintenant donner la main à Grégory pour qu'il puisse présenter son écran et qu'il puisse vous montrer l'outil live. Ok. Alors, tu me confirmes quand tu vois mon écran? On voit bien ton écran. Ok, très bien. Alors, c'est la 4.2 SP6. On va commencer par quoi? On va commencer par ceci. Alors, je vais juste faire un check session. Donc, je vais juste me déloguer et me reloguer pour éviter toute surprise durant la démonstration. Voilà, je me relogue. Donc, ce que je vous montre là, c'est le nouveau Webby Interactive Viewer. Donc, c'est la nouvelle interface graphique que nous avons délivrée à partir de la 4.2 SP4, pardon, et qui est disponible à partir de SP4, en SP5, en SP6, et ça continuera à être disponible dans le futur. C'est la nouvelle manière pour vous de consommer vos documents Webby, et je peux dire aujourd'hui c'est tous vos documents Webby, tous les documents Webby que vous avez, vous pouvez le consommer via cette nouvelle interface. Elle n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous la déployez pour vos utilisateurs ou pas, c'est une option, c'est juste pour vous, vous avez juste à fournir une nouvelle URL pour que les utilisateurs l'utilisent, plus un droit d'utilisation dans la CMC. Juste pour vous montrer, regarde, ceci c'est, si je mets BI, c'est l'interface graphique classique, hein, donc le BI Launchpad classique, tandis que si vous ajoutez dans l'URL BI Launchpad à la fin, vous arrivez dans le nouveau Fiori Launchpad, qui lui également est en option. Et à partir de là, vous pouvez accéder à des tas de fonctionnalités qui sont fournies également dans le BI Launchpad classique. On est à parité, donc le scheduler, votre inbox, les folders, donc pour naviguer dans les folders publics, les répertoires publics ou les répertoires personnels. On est à parité. Donc voilà, donc dans My Home, je vais commencer par ouvrir un premier document Webby. On va commencer par celui-ci. Donc les documents sont représentés sous forme de tuiles. Et quand je clique sur une tuile, j'ouvre un document Webby dans le nouveau Interactive Viewer. Alors, vous devriez retrouver vos petits. Et le premier truc que je voulais vous montrer, c'est cette animation qu'on a vue très succinctement à l'ouverture. Donc on a une animation à l'ouverture du document. Alors comment on l'active? Alors, 3 petits points, Properties, Options, et on a cette petite option Chart Animations, On-Off. Donc je vais passer à Off pour vous montrer un peu ce qui se passe si l'animation est tournée à Off. Donc, je vais sauvegarder mon document, Save, et je vais juste faire Close et on va le réouvrir et vous donner un petit discours pourquoi maintenant on a de l'animation dans le document Webby. Alors, d'abord, ça rend les choses peut-être un peu plus sexy à l'ouverture. Ça nous évite d'avoir un document qui est blanc et les graphiques qui apparaissent tout d'un coup de manière un peu brutale. Donc, si on l'active maintenant, on voit les graphiques grâce à une émulation de la librairie graphique. On voit les graphiques se construire progressivement à l'ouverture du document. Donc ça apporte un petit côté un peu sexy à l'ouverture du document. Mais là, actuellement, cette fonctionnalité n'est disponible qu'à l'ouverture du document. Alors pourquoi on a fait l'effort de fournir cela à l'ouverture pour l'instant? Dans le futur, donc à savoir 4.3, cette animation graphique sera beaucoup plus présente. On espère les rendre beaucoup plus présentes. Pour certains use cases, par exemple, quand vous allez jouer avec les filtres, ou quand vous allez faire un panel, donc un top ou un top 3 ou un top 5, vous allez voir par exemple sur un bar chart, le bar chart et les barres composant le bar chart se recomposer non pas de manière brutale en faisant le bar chart avant, le chart devient blanc et le bar chart résultant après. Non, vous allez voir les barres se translater, bouger pour construire le bar chart, ce qui fait que quand vous allez vouloir analyser quelque chose, que votre regard va avoir un focus sur une dimension spéciale, par exemple sur le pays Boston, vous allez voir le Boston se recomposer et voir la position avant qu'il avait, pouvoir identifier quelle est sa position avant et après le top 3 ou le top 5. Donc cela, c'est un nom, on appelle ça du morphing sémantique, du sémantique morphing, et on espère pouvoir le fournir au-delà de l'ouverture du document
dans tous les workflows d'interaction avec le document. Donc vous allez pouvoir voir cela par graphique ou par plusieurs graphiques quand vous allez appliquer un filtre ou quand vous allez faire par exemple de l'élément linking, des éléments liés. Vous allez voir les tables, les graphiques se recomposer de manière beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fluide et avec peut-être un gain de performance également pour vos utilisateurs. Donc voilà. Donc première option, un peu, certains pour dire juste un peu sexy à l'ouverture, l'animation via une toute petite option à l'ouverture. Voilà. Ensuite, deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est l'interface graphique, elle est customisable dans le nouveau Interactive Viewer. Alors je vais vous cacher ce petit bouton. Alors pour cela, on doit basculer dans la CMC. Donc, vous devez vous loguer en tant qu'administrateur de votre CMC. Et on va basculer dans la partie utilisateur, groupe d'utilisateurs. On va choisir un groupe d'utilisateurs, par exemple mes démo users, j'ai bien GB3. Quand je fais un clic droit, j'ai cette option dans la CMC qui s'appelle UI Customizations. Donc c'est une fonctionnalité qui existe déjà pour le Webby classique. Et dans cette interface, on expose l'ensemble du fonctionnel que vous pouvez cacher ou pas à vos utilisateurs. Donc c'est juste pour vous une question de faire du check, uncheck, et tout ce qui sera déchecké, donc non sélectionné, disparaîtra. C'est-à-dire il ne sera pas grisé dans l'interface, c'est-à-dire que le bouton disparaîtra de l'interface graphique de votre utilisateur. Donc ça fonctionne très bien avec une granularité assez fine pour le Webby classique, tant pour le mode consommation, ce qu'on appelle le mode reader, que pour le mode design. C'est toutes les options du mode reader que le mode design. Et on a étendu cela également pour le nouveau Webby Interactive Viewer. Et on n'a pas été aussi fin, ça arrivera par la suite. En 4.3, mais on a fait gros grain au niveau de groupe de fonctionnalités, si bien que si pour les utilisateurs du groupe que je viens de sélectionner, je décide de cacher le bouton refresh, la capacité de faire un drill ou la capacité de faire des commentaires, ces fonctionnalités disparaîtront de l'interface. Elles ne sont pas grisées, encore une fois, elles disparaîtront. Alors je vous montre l'interface telle qu'elle est aujourd'hui. Donc le bouton refresh, il est bien là. Le drill, j'y accède via ici l'option Enable Drill. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Voilà, ça, si je l'active, voilà, il est activé. Et maintenant, dans mes filtres, je vais pouvoir ajouter une dimension sur laquelle je souhaiterais filtrer, ou si j'ai un drill pass, je pourrais faire un drill down ou drill up. Voilà. Donc le drill est bien présent dans mon interface pour le moment. Et à partir du moment où je vais décider d'appliquer ceci, donc on va faire un save. Save and close, et je vais me déloguer et me reloguer avec l'utilisateur faisant partie de mon groupe, donc il s'appelle GBO1. Hop, GBO1 avec le bon password 01. Voilà, je vais ouvrir le même document. Ah, j'ai fait une erreur en tapant mon password. Sign in. Voilà, si j'ouvre quel document? Tiens, celui-ci, n'importe lequel. Donc dans mon interface graphique, à présent dans le nouveau viewer, les boutons en question, donc à savoir le refresh, il a été caché, le drill, il a été exclu de ma barre d'options, je ne peux plus activer ou utiliser le drill, et les commentaires, si je l'active, clic droit, je ne peux pas en placer un. Voilà, je ne peux pas faire un commentaire. Je peux juste faire un copier. Voilà, donc ça c'est une petite amélioration si vous voulez vraiment fine-tuner la nouvelle interface graphique. C'est mappé sur la UI customisation. Je vais juste la remettre. Voilà. Save and close. Voilà. Alors, troisième démo à présent. Et là, je vais revenir avec mon utilisateur qui est admin dans mon système. Une fonctionnalité peut-être un peu plus sympa. Et je m'en vais l'expliquer tout de suite. Alors, on avait beaucoup de demandes pour avoir, via la nouvelle interface graphique, avoir un Webby. Alors, attendez, j'ai déplacé un peu la barre d'outils, mettre mon document full screen.
Voilà. Avoir un document qui se rafraîchit automatiquement. Donc, c'est-à-dire que l'interface est vraiment plutôt sympa. On a beaucoup de retours positifs concernant celle-ci et les utilisateurs, beaucoup d'entreprises décident de la proposer comme étant l'interface de consommation par défaut à la place du reader classique. On vient demandé de savoir est-ce qu'on peut avoir ce qu'on appelle un refresh automatique, parce que finalement avec Obi, je peux créer maintenant, comme dans cet exemple, des dashboards et les mettre quasiment en mode full screen. Et je souhaiterais que cette information soit disponible pour mes équipes sur certains écrans en mode full screen et que le rafraîchissement ait lieu de manière automatique. Donc on a aidé cela, on a fourni la fonctionnalité qui s'appelle Automatic Refresh. Donc voilà, pour activer celle-ci, pour le coup, n'est disponible que dans la nouvelle interface graphique. Pour activer, c'est très simple, je fais Start Automatic Refresh, je choisis la fréquence. Donc entre 1 minute et 24 heures, ça doit faire 1440 minutes. Donc je vais mettre 1 minute pour l'instant. Voilà, et à partir du moment où je valide Automatic Refresh, mon document et la session. Donc d'abord le document va, quel que soit le nombre de queries que j'ai dans ce document, toutes les queries vont s'exécuter toutes les minutes. Si j'ai des prompts, donc des invites au refresh, ben, je devrais répondre aux questions dans les prompts une fois et ces réponses seront conservées pour tous les rafraîchissements suivants. Et tant que une fois que le document a été rafraîchi une fois, ben, il reste un peu consultable, à savoir je peux aller dans la page suivante, je peux naviguer dans les sections, etc., etc. Mais cependant, quand le refresh interviendra, ben, je perdrai ce que j'ai fait. C'est-à-dire, je vais revenir à la page précédente. Si j'ai appliqué un filtre, par exemple, je perdrai mon filtre. Le document ira plus ou moins réinitialisé. Donc, quand le Automatic Refresh est activé, ben, j'ai un bouton pour le tourner off ou pas. Donc, c'est le bouton qui se trouve en haut à droite. Et le dernier refresh, la date et l'heure apparaît ici. Voilà. Donc Automatic Refresh, si bien que vous ne voyez pas les trois boutons, c'est-à-dire le petit asynchrone, trois boutons qui tournent en boucle pendant le refresh, il apparaît plus ou moins en background, et quand l'animation est activée, c'est l'animation du rapport qui vous montre que le refresh a eu lieu, parce qu'il va se régénérer, et donc vous verrez une nouvelle animation telle que celle-ci à présent. Voilà. Donc Automatic Refresh pour rafraîchir les documents que vous voulez mettre à disposition à vos équipes de manière automatique. Ah oui, chose importante, le refresh il a lieu toutes les minutes. J'ai mis toutes les 1 minute, mais c'est pas exactement toutes les minutes. C'est je lance un refresh, si mon document nécessite 3 minutes, eh ben, il va se rafraîchir pendant 3 minutes, terminé, et le prochain refresh aura lieu 1 minute après la fin du précédent refresh. Ce n'est pas toutes les minutes il fait une tentative et si tu vois que toutes les minutes dans un créneau le document n'est plus en mode refresh, il va s'exécuter. Non, c'est toutes les minutes après la fin de la dernière exécution. Voilà, donc si bien que si le document prend encore une fois 3 minutes, donc il va se rafraîchir pendant 3 minutes. À la fin de ces 3 minutes, 1 minute plus tard, il va lancer une nouvelle exécution. Voilà, donc ça c'est la fin, on va dire, pour de la démo dans l'interactive joueur et on est d'autres. Alors peut-être que je vais marquer une pause là et je crois qu'on a un questionnaire à vous soumettre. Voilà. Merci Grégory pour la présentation de cette première partie des nouvelles fonctionnalités. Alors comme Grégory vient de le dire, on a un petit sondage à vous soumettre, donc, qui va apparaître à l'écran maintenant. Donc, la question ici, c'est de savoir est-ce que vous prévoyez une mise à jour au cours des 12 prochains mois? Donc oui, non. Et si oui, est-ce que c'est plutôt vers la 4.3 qui va arriver bientôt, comme Grégory l'a dit, vers la 4.2 SPXX, donc soit SP6 ou SP7 également qui va arriver bientôt, ou en 4.2 vers AWS, Azure, SAP Cloud, etc. Donc, je vais vous laisser juste 10 secondes, histoire de voter. Voilà, on a déjà pas mal de votants. Donc, on va vous présenter les résultats. Hop, je stoppe et je
vous partagez les résultats. Donc, on voit ici qu'on a une grosse majorité qui prévoit de migrer dans les 12 prochains mois. Donc, soit qui attendent la 4.2 SPXX pour la majorité d'entre eux, soit vers la 4.3. Voilà. Et 23% qui ne pas de migrer. Je te rends la main, Grégory. Oui. Est-ce que je peux poser une question? Alors, ce n'était pas prévu. Pour les personnes qui ont répondu non, qui ne prévoient pas d'upgrader, je suis curieux de connaître la raison en fait. Donc, soit vous pouvez le mettre dans le chat, ou soit à la fin vous aurez mon adresse email, grégory.boutique.com, et je serai ravi d'en connaître la raison. Je suis curieux, voilà, de savoir pourquoi vous ne prévoyez pas d'upgrader. Très bien. Alors, je reprends la suite de la démo. Donc là, je vais m'arrêter dans l'Interactive Viewer. Là, on était dans la partie de consommation, et maintenant, je vais vous montrer des choses dans le mode design. Donc, dans le designer classique. Alors pour les personnes qui ne sont pas au courant, la nouvelle expérience, le nouveau Interactive Viewer, c'est uniquement pour la consommation et la consommation interactive. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de jouer avec lui, on a vraiment amélioré l'interface. Par exemple, on a permis à l'utilisateur de pouvoir faire, en un seul clic, en sélectionnant un bloc, de pouvoir faire du sort. Vous voyez, c'est des fonctionnalités qui ne sont disponibles qu'en mode design, et maintenant sont disponibles pour l'utilisateur final en mode consommation. Pouvoir placer un top sur un chart ou une table en mode consommation, encore une fois. Donc l'interface est vraiment sympa et permet d'aller peut-être un peu plus loin que le reader aujourd'hui. Bien sûr, on supporte tous les inputs contrôle, tous les types de filtres. Vous pouvez faire du drill, encore une fois. Mais on a essayé de pousser l'expérience de consommation un peu, de rendre plus dynamique, plus sympathique, plus désirable, et on s'est arrêté à un certain niveau d'interactivité. Donc, mais on parle uniquement du mode consommation. Pour le mode design, si vous voulez avoir une expérience design qui soit cohérente avec la nouvelle interface de consommation, eh bien, il faudra attendre la BI 4.3. Pour la BI 4.3, je vous promets un nouveau designer rajeuni et beaucoup plus moderne, avec son lot d'innovation également. Donc pour l'instant, en SP6, on est à parité pour le mode consommation. Pour le mode création, eh bien, on n'a pas le choix. On doit rester et continuer à travailler avec le designer classique. Et tout ce que vous ferez dans le designer classique est bien sûr disponible dans le reader classique et dans cette nouvelle expérience de consommation. Alors, pour la suite de ma démonstration, nouvelle fonctionnalité. Problème de session. Alors, je vais me reloguer. Je vais faire ça proprement. Je vais sortir de celle-ci et je vais me reloguer proprement dans mon interface. Voilà. Ah oui, au cas où j'aurais oublié de le dire, dans le mode automatique refresh, la session reste ouverte. Vous n'êtes pas prompté pour vous reloguer au cas où vous demandiez. Alors, intra-document linking. Donc, c'est une innovation que vous devez utiliser, implémenter dans le designer. Et qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet d'aller dans le même document, d'aller d'un rapport à un autre, sans devoir ouvrir un autre document, sans devoir instancier sans devoir associer un autre document. Alors pour les professionnels de Webi, on a une fonctionnalité qui s'appelle Open Document, qui vous permet à partir d'un document d'aller chercher soit un rapport, soit une table ou un chart dans un autre document, mais en gros vous sautez d'un premier document vers un autre document. Tout cela existe, ça a même été amélioré en SP6, c'est pas mon propos ici. Mon propos, c'est de dire que maintenant, on peut avoir la même chose, une sorte d'open document qui vous permet d'aller d'un rapport à un autre de manière assez fluide sans devoir ouvrir un autre rapport. Donc, alors le premier use case, c'était de pouvoir, par exemple, créer des tables, des résumés de documents assez plutôt dynamiques. Donc, voilà un résumé classique, il est totalement statique. Et si je vois ce que contient, par exemple, l'onglet Geomap, je suis obligé d'aller dans Geomap. Voilà, je suis obligé d'aller ouvrir un par un. Cependant, quand vous avez des documents assez complexes, où vous avez
je sais pas, 20 rapports dans un document et chaque rapport contient des informations un peu précises, il peut être utile de dire, ben, après avoir lu le résumé de ce que contient le document, pouvoir cliquer sur ce résumé et aller directement dans le rapport en question. Donc cela, on l'a implémenté, ça marche plutôt bien. C'est très simple à faire. Hein, pour le mettre en place, vous sélectionnez une cellule, clic droit, linking, add intra-document link. Donc c'est son nom, c'est son petit nom, intra-document link, le lien intra-document. Et vous choisissez le rapport vers lequel vous voulez aller. Donc là, j'ai sélectionné coloring, donc je vais choisir l'onglet, le rapport coloring. Alors, pour l'instant, espèce, on va de rapport en rapport. Alors, on a été vraiment directement vers le plus court. Plus tard, dans le rapport, vous pourrez sélectionner la section et le bloc. C'est pas encore disponible, mais ça va arriver. En fait, c'est déjà codé, mais on n'a pas eu le temps de tester, donc on ne vous l'a pas mis à disposition. Voilà, pour la petite histoire. Donc, pour l'instant, vous allez de rapport en rapport. Une fois que vous sélectionnez dans votre lien le rapport vers lequel le lien doit pointer, vous avez possibilité de mettre un tooltip pour une petite explication. Donc, soit le tooltip peut être basé sur un objet de votre data provider ou vous construisez une formule. Dans ce cas-là, on dégage donc une formule. Vous pouvez mettre une formule un peu complexe ou vous pouvez simplement go to report. Cliquez ici pour aller click here to go to report. Voilà. 3 petits points, fermez les guillemets, je valide. OK. OK. Et voilà. Et je fais OK. Et maintenant, mon free text devient une URL. Et normalement, quand je clique dessus, et si je clique dessus, on va reprendre connaissance de ce que ça fait. Ce que ça fait, en fait, ça génère cette URL en JavaScript un peu simple. Et ça a fait un turn to cette cellule libre de texte en hyperlink. Si bien que quand je clique dessus, normalement, je dois vous rendre vers le lien. Alors, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a une petite chose à faire dans la CMC pour que cela fonctionne. Alors, nous allons dans la CMC. Pour rendre cela réalisable, dans la partie application, il y a dans la partie Webby, clic droit, Properties, une nouvelle entrée qui s'appelle JavaScript. Et donc, comme ce qu'en fait, en implémentant cette option, on a généré du JavaScript, vous devez le rendre enable. Vous devez l'enabler. Donc, pour cela, vous devez cliquer sur Enable Hyperlink JavaScript and all HTML elements. Et donc, enabler tous les JavaScript et tous les éléments HTML contenus dans la cellule. Alors, notez que on a été un peu grinfant, c'est-à-dire que soit vous disablez, soit vous pouvez enabler certains JavaScript et certains tags HTML dans la cellule ou enabler tout. Pour la démo, on va enabler tout, mais on peut être plus fin. Pour votre information, depuis la 4.2 SP5, on a une nouvelle entrée, un nouvel onglet qui s'appelle Authorize HTML Element, qui vous permet de contrôler quels sont les tags HTML qui peuvent être exécutés dans une cellule libre ou dans une table. Pourquoi? Ma raison de sécurité. Vous pourriez vouloir ou pas que certains tags soient exécutés à l'ouverture du document, qui puissent être interprétés et que donc certains scripts JavaScript puissent être exécutés sans votre consentement. Donc maintenant, vous contrôlez cela via cette entrée, donc Authorize HTML éléments, donc les éléments HTML pouvant s'exécuter ou pas quand vous insérez dans une cellule. Donc on vous fournit une préliste, vous pouvez en ajouter, vous pouvez les modifier. Et ensuite, ça marche avec le lien que je viens de montrer dans la partie application, dans la partie Webby et dans la partie JavaScript. Vous contrôlez cela, soit vous enablez certains d'entre eux. Donc on se base sur Authorize HTML, la page que je viens de vous montrer précédemment, ou tout. Voilà. Donc alors, on applique tout, on fait une sauvegarde. Malheureusement, je dois faire un log on, log off pour que ce soit pris en compte. Je me relog et je vais réouvrir exactement le même document et on va pouvoir maintenant utiliser notre lien. Voilà. Donc si je vais dans ma page summary, maintenant si je vais ici, et ben je me rends directement vers la page en question. Je reviens sur la page summary, je vais dans Geomap, je vais dans la page Geomap, page summary.
Donc voilà, ça permet de naviguer, d'avoir un page summary, d'aller dans le page en page. Ce qui manquerait ici peut-être, c'est ce lien, faire un cutback ici, on va insérer une cell, insert, ou ma free cell, elle n'est pas là, juste cell, blank cell, je vais la mettre ici, ici, je vais mettre go to, oui, je valide, je transforme cela en linking, je vais me faire un save. Voilà, donc c'est une première manière d'imaginer l'utilisation de cette fonctionnalité. Et vous voyez, c'est très simple. Si je mets page summary, le tooltip go to page, voilà, j'applique. Et voilà. Donc le summary et le tooltip go to summary page qui peut être dynamique ou pas. Et quand je clique sur go to summary, ben voilà. Donc si j'insère ce type de cellules libres dans chacun de mes rapports, je peux avoir une navigation un peu dynamique entre la page summary et mes documents. Donc c'est une première et la page de résumé. Donc c'est une première manière d'envisager l'utilisation. La deuxième, c'est vous voulez utiliser Webby vraiment dans un mode dashboard. Dans ce cas-là, j'ai pas une page de summary, je cache mes onglets, j'ai même plus les onglets de navigation ici pour naviguer. Tout cela se cache et je crée des onglets ici tout en haut qui font partie de ma page, partie intégrante de ma page. Et quand je suis en mode conso, et ben voilà, en cliquant ici sous forme d'onglet, je vais de rapport en rapport de manière assez dynamique. Voilà. Donc là, j'utilisais des cellules libres sur lesquelles j'appliquais une couleur en background, mais on peut très bien utiliser une image qui représenterait des onglets, donc quelque chose d'un peu plus structuré, et sur cette image, je viendrais placer des cellules libres qui me donneraient le comportement ad hoc. Donc voilà, intra-document linking pour imaginer ce type d'onglet pour naviguer dans le document ou une page de résumé dynamique pour fournir du contexte d'abord dans la page de résumé et ensuite quand je clique sur ce résumé, je vais directement dans la page en question et dans le futur, dans la section en question, voir le bloc en question. Voilà. Donc ça, c'était l'intra-document linking. Alors, je continue, l'auto-refresh c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer autre chose qui est beaucoup plus sympathique. Alors, on appelle ça le Security Applied at ViewTime. Alors, je vais fermer ce document et je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, je vais ouvrir mon document qui s'appelle ViewTime Security. Non, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci que j'ai caché dans le folder Document Sample. ViewTime Security. Voilà. Donc voici un document que j'ai créé en tant qu'administrateur et on peut voir qu'il contient beaucoup d'informations. Le DP est populé, donc j'ai un élément qui s'appelle catégorie et sur la partie state, je vois tous les états des États-Unis. Cette fonctionnalité qui s'appelle ViewTime Security, ça vous donne la possibilité de dire à l'ouverture du document, je souhaiterais appliquer certaines business security profiles, certaines règles de sécurité, mais uniquement à l'ouverture du document et non pas au refresh time. Pourquoi au view time? Parce qu'au view time, ça vous évite d'avoir un refresh. Donc refresh, ça signifie consommer la CPU, ça signifie pour l'utilisateur attendre un certain temps pour appliquer ces règles de sécurité. Là, ce qu'on vous propose, c'est de dire, c'est le workflow suivant, c'est vous créez un document avec l'ensemble des données, quelles qu'elles soient. Vous créez des règles de sécurité sur l'univers sur lequel repose votre document Webby pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Et les utilisateurs, une fois que ces règles sont définies, elles s'appliqueront sur le document en question à l'ouverture. Et c'est assez puissant. Ça vous permet des gains de performance assez importants, parce qu'encore une fois, la sécurité s'applique à l'ouverture, pas au refresh. Ça signifie que vous pouvez quasiment oublier le refresh en open, si vous le souhaitez. Ça vous permet aussi peut-être de simplifier votre procédure de report bursting, c'est-à-dire au lieu de burster un document
par profil d'utilisateur. Et maintenant, vous créez un seul bursting, c'est un document avec toutes les données et distribué à l'ensemble d'une population. Et la population, ayant des règles de sécurité différentes, eh bien, elles s'appliqueront à l'ouverture du document. Alors, comment ça marche? Alors, pour implémenter ce genre de choses, d'abord, ça s'applique dans IDT sur les Unix, donc dans les Unix, dans les univers de type Unix. Donc on est obligé de basculer dans IDT here, je vous montre. Donc voici un univers très simple, c'est le ifashion fourni par défaut. Je vais l'importer dans IDT. Voilà, donc on va aller dans la partie sécurité d'IDT, Security Editor. Donc je me log pour récupérer la sécurité. Dans la partie User and Group, je vais aller chercher mon groupe d'utilisateurs ou mon utilisateur. Donc s'il s'appelle Demo User, je le clique. On va sélectionner l'utilisateur GBO1 et en question, on va chercher l'univers en question, donc le ifashion Unix qui se trouve dans Sample ici, mais en cliquant simple bouton, il va me donner l'univers automatiquement sur lequel j'ai déjà spécifié quelques business rules. Donc dans ifashion Unix, pour l'utilisateur GBO1, je me suis créé très rapidement deux ce qu'on appelle des BSP, des Business Security Profile. Très simple. Une sur les objets et une autre sur le contenu, sur la donnée. Hein. Donc c'est très simple pour créer une. Voilà, je clique Create New. Donc je suis sur le Display Data, donc c'est les objets auxquels je peux voir, et filtres, c'est les filtres que je souhaiterais implémenter. Donc on va éditer la première. La première s'appelle Category Deny. C'est à voir que dans les Display Data, j'ai droit à tous les objets, sauf l'objet catégorie. Signifie que si l'objet catégorie est inclus dans le document que je vais ouvrir, eh ben, je ne le verrai pas. Ou plutôt, je le verrai, mais j'aurai un dièse syntaxe dans le document en question. Donc, voilà. Donc ça, c'est ma première security profile. Et j'ai ma deuxième security profile basée sur la donnée, sur un filtre. Donc si je l'édite, ça se passe dans la partie filter, où là j'ai mis un filtre du genre state égale Florida, ce qui signifie que cet utilisateur ne pourra voir que l'État Floride. Time. Donc une fois ces deux security profiles sont créés, pour les appliquer, c'est très simple, j'ai juste à les sélectionner. Premièrement, et faire une chose, c'est-à-dire comment elles s'appliquent entre elles. Si je vais dans l'univers profile, si je vais chercher univers, vous devez choisir comment elle s'applique. C'est du AND ou du OR si vous en avez plusieurs. Donc si je vais dans mon sample, dans mon cas, j'ai fait du AND. C'est-à-dire pour les Business Security Profile Options, je peux être très restrictif dans AND, ou je peux être moins restrictif en appliquant du OR ou modéré AND-OR. Dans notre cas, j'ai fait du AND. Voilà. Alors, je vais revenir dans mon user. Donc GBO1, ifashion, pour l'instant aucune business security profile appliquée. Et moi on va les appliquer une par une et on va voir le comportement. Donc je sauvegarde pour appliquer. Voilà, c'est sauvegardé. Je retourne dans mon document. Je vais me déloguer et je vais me loguer en tant que GBO1. Et normalement, si tout fonctionne bien, mon objet catégorie devait être offusqué. Et voilà, c'est ce qui se passe. Donc l'objet catégorie qui se trouvait dans cette colonne, par rapport à l'utilisateur précédent qui voyait les données en question et l'objet en question, il avait tous les droits. Catégorie pour cet utilisateur est offusqué, premier cas. Donc on va faire un log off et on va appliquer la deuxième pour montrer la différence. Donc cette fois-ci, catégorie redevient visible, mais j'applique la Business Security Profile qui est basée sur le filtre. Je ne peux voir que les états de type, que l'état Floride. Donc encore une fois, je sauvegarde. Voilà, je retourne ici, je me relogue. Ah, problème. La prochaine fois, je ne mettrai pas de password. Je me log, je réouvre exactement le même document. Il y a l'ouverture. Et ben le filtre state égale Florida s'applique automatiquement pour moi. Et voilà. Donc,
Et comme tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait faire un AND, et bien sûr, si j'applique les deux BSP s'appliqueront, etc., etc., etc. C'est bien sauvegardé, je me relogue. Ah. Et j'ouvre le même document. Et cette fois-ci, Florida est bien filtré et catégorie est bien offusquée dans mon document. Voilà, donc les BSP, les Business Security Profile, vous les définissez pour vos utilisateurs ou pour des groupes d'utilisateurs sur un univers de type UNX et elles s'appliquent au view time et non pas au refresh time. Vous pouvez utiliser au refresh time aussi, hein, ça s'applique, mais là c'est plus au view time. Ah oui, chose importante, j'ai oublié de le mentionner, pour que ça marche et que ce soit utilisé dans vos documents, il y a une option dans le document à sélectionner ici. Apply Security Filtering on Open. Hein, si vous le désélectionnez, si vous ne les appliquez pas, si vous avez défini des BSP au refresh, bah, s'appliqueront. Si vous appliquez, c'est plus au refresh, mais plutôt au système que ça s'appliquera. Voilà. Je vais peut-être marquer une pause ici et permettre au second survey d'être exécuté. Exactement. Merci Grégory pour cette deuxième partie de fonctionnalité très intéressante. On va, comme Grégory l'a dit, vous faire passer un deuxième petit sondage. L'idée ici, c'est de savoir sous quelle version de Business Object vous êtes. Donc, vous voyez les choix à l'écran. Donc, BI 4.2, SP4, SP2, BI 4.1, BI 4.0 ou même en XI3 pour les versions un peu plus anciennes. Alors, même chose que le sondage précédent, je vais vous laisser juste 5-6 secondes le temps de répondre et je vais vous partager les résultats à l'écran. Je vois qu'on a déjà pas mal de personnes qui ont voté. Merci à vous. Je vais fermer le sondage. Hop, et vous partager les résultats. Donc, on voit ici, c'est assez disparate, si j'ose dire, c'est assez équilibré, mais une grande majorité d'entre vous sont en BI 4.1 ou supérieur. Une petite minorité d'entre vous reste en XI3. Donc, voilà. Je te rends la main, Grégory, pour la suite de la présentation des nouvelles fonctionnalités. Oui, merci. Et 14% en XI 3.1. Je me permets ici de rappeler que la fin de maintenance de la XI 3.1, c'est cette année et c'est décembre 2018. Voilà, voilà, voilà. On va continuer la petite démo. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est... Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, les nouveaux types de charts que l'on a dans Webi. J'ai basculé, donc c'est le même rapport que tout à l'heure. En SP6, on a inclus deux nouveaux types de charts. Je vais les montrer, j'ai fait un turn into, plus de transformation, voilà. On a un tunnel et une pyramide, tunnel ou pyramide, voilà. Donc, on va l'appliquer. Et on a des tas d'options pour rendre cela assez sexy. Si je fais format plot area, donc si je vais dans global, donc vous pouvez choisir si vous voulez que la tunnel soit de type funnel ou conique. Voilà, en conique, il est vraiment conique. Ou s'il est en mode tunnel, c'est plus en mode tunnel, apply. Vous avez des options pour contrôler la largeur de la base initiale versus la base finale. Donc ça se contrôle vers ces petites options. Aussi peut-être un truc qui est plus sympa pour la manière, vous pouvez l'afficher en 3D, ce qui donne un petit côté un peu plus sympa. Et même chose pour la pyramide. Turn into, plus de transformations. Voilà, je vais choisir la pyramide. Ok. Et voilà. On va aller chercher les options. Alors bien sûr, il faut choisir la bonne dimension pour éviter d'avoir trop de layers, sinon votre pyramide redevient rapidement illisible si vous ne lui donnez pas une taille adéquate. Même chose, area display, plate install, 3D, apply, area display, data value display, inside. Et voilà.
Donc voilà, vous pouvez, avec des tas d'options. Et dans le cas de Weber, on est vraiment dans la continuité. En SP4, on a inclus par exemple ce type de speedometer. Je vous les montre. Turn into dans Webi, donc on continue d'améliorer le type de graphique. Donc en SP4, dernièrement, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on avait inclus les tuiles, donc des tuiles statiques ou des tuiles dynamiques. Dynamique dans le sens où on a un petit indicateur qui vous montre si la tendance de cette tuile, de la KPI, de l'information que vous voulez monitorer est positive ou négative. On vous permet d'utiliser un langage de formule qui vous permet de faire déterminer si un test qui vous dit si c'est positif ou négatif, et donc de refléter la tendance à l'intérieur de la tuile automatiquement. Et on a les gauges, 3 types de gauges, un speedometer, les linéaires gauges, donc vous voyez la démo ici, et des gauges de type angular que vous pouvez utiliser depuis le SP4. Voilà. Donc en SP6, on ajoute à nouveau de nouveaux graphiques, donc le funnel et les pyramides, et quelque chose que vous allez voir si vous créez uniquement des nouveaux graphiques et des charts et des tables en SP6. Alors voici, c'est qu'on a modifié le style, on a enfin modifié le style des tables et des charts par défaut. Voilà. Alors, il n'a pas voulu. Ça, c'est le style précédent. Maintenant, si je fais Define a Vertical Table et j'en crée une nouvelle, hop, OK. Tiens donc, il n'a pas voulu. Alors, je vais aller dans le formatting. Le style peut être nouveau. Alors, je vais me permettre de faire ceci. Yes. Aller chercher un univers en vitesse. Il fashion quelques objets. Year, quarter, la mesure, revenu, j'applique. Voilà, les tables ont un nouveau style par défaut. Toutes les tables, donc verticales, horizontales, et les tables croisées, donc les cross tables, et également les graphiques. On a tenu à alléger au maximum le look and feel des charts, si bien que maintenant on cache certains axes par défaut. Par exemple, l'axe vertical est caché, l'axe horizontal reste visible. Une color palette, c'est la color palette Fiori qui s'applique par défaut. Et surtout, chose nouvelle, c'est que le titre du graphique, eh ben, on essaie de le résoudre automatiquement, ce qui fait qu'on génère un titre automatiquement en fonction des objets que vous aurez glissés-déposés dans votre graphique. Donc en l'occurrence, 16 revenus by quarter. Voilà. Donc ça, c'est les nouveaux styles disponibles à partir de la 4.2 SP6. Donc c'est lorsque vous créez des nouveaux documents ou un nouveau rapport. Il devrait être, je ne sais pas pourquoi il n'était pas disponible dans le précédent document, mais ils sont disponibles. Je retrouverai le style. Mais on ne modifie en rien le style existant. C'est-à-dire que seulement si vous en créez un nouveau bloc, vous avez la possibilité d'accéder à ces nouveaux styles. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau chart and style. Alors, pour la démo suivante, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, une option qui peut être intéressante, qui peut vous aider à booster les performances. Je vais réouvrir ce document. Je vais aller dans la partie design. Je souhaiterais aller dans la partie data access. Je vais faire un edit de la query. Donc j'ai une seule query. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un duplicate de la query, un autre duplicate. Et je vais encore faire un duplicate. Ok, on va faire un refresh all. Ok, j'ai 2 queries qui prennent 4 secondes à chaque fois, donc mon document va prendre 8 secondes. Ok, voilà. Décliner dans un nouveau rapport. Donc maintenant, si je fais un petit sauvegarde et je clique refresh, donc il me dit il prend 6 secondes. Alors, quelle est l'option dont je vais vous parler? Alors, dans un document Webi, vous avez toujours plus d'une query, plus d'une requête. En moyenne, c'est 7 requêtes par document Webi. En l'occurrence, ici, j'en ai juste très simplement deux basées sur une requête, sur un univers. On a inclus une nouvelle option
maintenant qui vous permet d'exclure un certain data provider ou une certaine requête du pool d'exécution des requêtes. Si bien que vous pouvez ainsi faire des gains de performance. Pourquoi? Dans un document Webi, quand vous avez 7 requêtes, peut-être que les 7 requêtes n'ont pas besoin d'être rafraîchies quand vous cliquez sur le bouton refresh. Peut-être que certaines requêtes peuvent être exclues du rafraîchissement du document Webi pour la bonne et simple raison. Par exemple, si vous créez une requête sur une liste de produits, votre liste de produits, elle ne change pas tous les jours. Ce qui fait que si vous avez une liste de produits qui contient, je ne sais pas, 1 million de références, si pour rafraîchir et ramener dans Webi 1 million de références, ça vous prend 3 secondes, pour des gains de performance évidents, vous souhaiteriez pouvoir exclure ce data provider de votre requête. Et pour ça, c'est possible, vous avez juste à cliquer Do Not Refresh, Not Refreshable. Et à partir de là, la query, celle-ci, la query 1.1, elle est exclue du pool de requêtes et quand vous cliquerez le bouton refresh la prochaine fois, uniquement la requête numéro query 1 sera exécutée et pas la requête numéro 2. Le data provider conservera les données du premier pool, de son premier refresh. Il ne sera pas purgé, il conservera juste les données à un instant T, mais il ne sera plus rafraîchissable. Voilà. C'est la raison pour laquelle Refresh Query Number 2 n'est pas disponible. De même que si j'avais 7 requêtes, si j'avais inclus les 6 autres requêtes, les 6 autres requêtes seraient apparues de la même manière, grisées. Et si je clique Refresh All, uniquement la seule requête pour laquelle j'ai conservé l'option rafraîchie sera exécutée. Voilà. Et ça s'applique pour tous les data providers, pour les DP basés sur des UNX, des UNV, des fichiers Excel, des fichiers CSV, des requêtes BEX ou des requêtes sur ANA, par exemple. Voilà, je vous montrer. Donc ça, c'est la possibilité de faire un exclude. Et pour ma dernière démo, c'est une fonctionnalité qui est fort intéressante. On l'avait dans le backlog depuis pas mal de temps. 2.0.1.9 zut. C'est autour des dimensions date, ce qu'on appelle les date dimension. Voilà, je l'ai créé, le document en question. Je me suis créé une requête sur une table ANA où je rafraîchis des dates et une mesure. Et maintenant, ce qu'on peut faire, à partir du moment où on va rapatrier une dimension de type date, et vraiment, il faut que ça soit qualifié sous forme de date dans les univers, ou si vous rafraîchissez un document Excel, il faut bien faire en sorte que l'objet soit bien de type date. Même chose si vous utilisez Bex ou ANA. Je vais pouvoir, à partir de ce field, de ce champ, de cette dimension date, pouvoir générer une dimension de type date automatiquement. Donc dans mon DP, j'ai uniquement date et account. Donc dans le champ date, j'ai ces informations et des tas d'autres types d'informations sont disponibles à partir de cette date. Et j'ai créé une dimension date automatiquement. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir générer les niveaux intermédiaires automatiquement pour mon reporting. Donc je peux choisir month, quarter, les semestres et les années. Voilà, donc j'ai une date dimension 1. Je peux afficher des dimensions et des attributs supplémentaires, donc je vais vous montrer à quoi ça correspond. Je peux spécifier quel est le premier mois de l'année et quel est, pour mon champ date, quel est le premier jour de la semaine. En Europe, c'est Monday, aux États-Unis, ça peut être, ou en Angleterre, dans mon organisation, on peut considérer que c'est dimanche. Voilà. Donc je peux choisir, une fois que j'ai fait cela, je valide, et voilà, j'ai créé une dimension hiérarchique de type temps où j'ai mes niveaux qui ont été générés automatiquement. Alors je vous montre que je peux en générer une autre. À quoi sert cette option display? Je vous le montre. Ça vous permet d'afficher des niveaux intermédiaires, dire le nom du semestre ou le numéro du semestre. C'est juste une information supplémentaire. Et surtout, pour un champ, une dimension de type date donnée, et moi je peux en créer une deuxième. On va l'appeler la deuxième. Et cette fois-ci, j'ai utilisé le D et j'ai utilisé la semaine et l'année. Voilà. Et si je valide, j'ai D, la semaine et l'année. Alors pourquoi avoir fait cela? Maintenant, on a vraiment des dimensions temps réelles et on peut voir des axes temporels réels.
Oui, vous voyez ici, par défaut, mon champ dimension date, j'ai des informations quasiment tous les mois. Bah, maintenant, si j'utilise le même champ, mais provenant de la dimension date avec amount, eh ben, on sait gérer les informations manquantes. Elles ont été créées automatiquement pour vous. Donc, c'est bien plus dynamique et réel, notamment si on fait de la production et vous voulez identifier dans une semaine, vous faites un reporting à la semaine et vous créez une table qui doit montrer la semaine. Vous souhaiteriez afficher non pas vendredi à côté de mercredi, parce que vous n'avez pas d'information pour jeudi, mais afficher mercredi, jeudi, vendredi. Donc on sait gérer les trous dans les axes temporels grâce à cette dimension temps. Plus quand vous passez en mode consommation, alors c'est vrai pour l'interface classique, qui est le Webby Viewer que vous voyez actuellement, mais également le nouveau Interactive Viewer, et ben on peut faire changer les niveaux de manière dynamique. Voilà. Et c'est vrai pour les tables, et c'est vrai pour les graphiques également. Voilà, donc c'est ma dernière démo. Dans Webby, à partir d'une dimension de type date, on sait gérer une dimension hiérarchique temps assez granulaire et de manière très simple que vous pouvez utiliser dans vos reporting pour les tables et les graphiques. On sait naviguer le long de cette dimension hiérarchique temps et en plus on sait gérer les informations manquantes parce qu'on a un axe temps réel. Merci. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup Grégory. Alors je me permets de reprendre la main, on va passer rapidement. Donc j'espère que vous êtes capable maintenant de voir mon écran. Donc pour ceux qui prévoient une migration ou qui vont passer de toute façon sur les prochaines versions de BO, que ce soit la 4.2 SP6, SP7 ou la 4.3 qui arrive bientôt. Donc GBN Smith, pour ceux qui connaissent, on a développé une suite d'outils qui répondent à un certain nombre de problématiques et on a mis en place un peu une best practice, 10 étapes de comment migrer vers SAP Business Object. Voilà, donc chaque code couleur correspond à un outil GBN Smith. On aura l'occasion d'en discuter si on se contacte par la suite. Mais sachez que via ce cycle, avec l'utilisation de 360, ça va vous permettre, en moyenne, les clients gagnent 80% de temps pour leur migration. Donc, ça va vous permettre aussi de rationaliser vos coûts de migration, puisque le temps en est réduit, et d'avoir en définitive une migration optimisée. Donc, je vais passer juste avant de passer aux questions, à un dernier sondage, en fait, savoir si vous souhaiteriez justement en discuter avec nous, qu'on revienne vers vous pour vous partager les best practice. Vous devriez être capable de voir le dernier sondage. Voilà, exactement. Savoir si juste vous voulez être en discuter avec un membre de notre équipe, que ce soit pour des questions, une démo, des tests, un échange de best practice, etc. etc. Donc, je vais laisser juste le temps, juste 5 secondes aux personnes de voter. Voilà. Merci à ceux qui y répondent. Et je ferme le questionnaire et on va passer du coup, oui, un petit mot d'abord sur la communauté Webiforme qu'on a développée en fait, donc que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Webiforme et sur Twitter, pardon, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Webiforme pour interagir. Et sur LinkedIn, en fait, on a un groupe. Rémi vient de vous partager le lien dans la section chat. N'hésitez pas à cliquer et à rejoindre la communauté où on va échanger un certain nombre de best practices, de questions, d'interrogations, de demandes d'amélioration, voilà, d'échanges vraiment entre la communauté Webi. Une dernière précision également sur les 10 étapes. J'attire votre attention sur l'onglet documentation que vous avez à droite, que vous pouvez télécharger un de nos white papers sur les best practices de comment migrer vers les dernières versions de Business Object. Donc, on va passer aux questions. Vous voyez ici les coordonnées mail de Grégory Boticcio. Donc, comme il vous l'a dit, n'hésitez pas à le contacter en direct pour, comme il vous l'a dit tout à l'heure, lui dire pourquoi vous ne souhaitez pas, vous n'envisagez pas en tout cas une migration vers des versions supérieures. Et vous avez également nos coordonnées si vous souhaitez échanger avec nous. Donc, je vais peut-être laisser la main à Rémi 5 minutes pour
Oui, rapidement. pour les Il questions. y a eu pas mal de questions pendant ce webinaire. Grégory, tout à l'heure, tu as donné la fin de maintenance de l'AXI 3. En fait, on me demande ici la fin de l'AXI 4.1. Pour la 4.1, j'ai pas en tête la date de fin de maintenance, mais dans le site web SAP, dans la partie maintenance, on la donne également, mais je pourrais la retrouver et vous la communiquer également. Donc, une obligation de passer en K2, non, il n'y a jamais d'obligation. C'est juste, voilà, qu'est-ce qui se passe si votre système XI 3.1 vient rencontrer quelques problèmes, des bugs. Bon, si vous êtes resté aussi longtemps en XI 3.1, je suppose que la principale raison, c'est parce que le système est relativement stable. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous décidez de passer le pas en 4.2, bah, vous bénéficierez d'abord de beaucoup de stabilité, parce que la gamme 4X, ça fait maintenant presque 4 ans qu'elle est dehors, plus des tas de nouvelles innovations. Ce que je vais montrer en SP6, c'est vraiment une sommaire, parce qu'il y en a d'autres nouveautés en SP6 que je n'ai pas mentionnées, c'est des options beaucoup plus granulaires, mais en plus, vous bénéficierez de tout ce qu'on a pu sortir en 4.2, SP2, les commentaires, les éléments partagés, des tas d'options graphiques. Je vous conseille juste de rechercher What's New 4.2, SP2, SP4, SP5, SP6, et vous aurez toute la liste des innovations que vous pouvez bénéficier en basculant vers cette stack, cette pile 4.2, SP6. Voilà. Sinon, un peu plus proche de la démo, on m'a demandé si on pouvait créer des styles par défaut par groupe d'utilisateurs. Donc, ça voudrait dire que… Non, pas encore. Là, on met un pied dans le domaine du template. Donc, c'est pas encore le cas. Voilà, on a une option qui est un peu cachée, un peu secrète, qui s'appelle le document style, qui s'accède via Webby Document Properties. Il y a ce qu'on appelle le gestionnaire de style qui vous permet d'éditer un fichier XML et vous pouvez définir vos propres styles et injecter ces styles dans vos documents. Donc c'est un peu technique, hein, donc parce qu'on doit manipuler un fichier XML, c'est disponible depuis la 4.2 jusque maintenant la 4.2 SP6. Pour la 4.3, on travaille sur des templates, où là vous aurez des styles par défaut et la possibilité de créer vos propres styles pour les réutiliser et les partager avec vos utilisateurs. 4.3, voilà. Malheureusement. Alors, tu as montré aussi qu'on pouvait implémenter des cellules qui permettent de passer d'un onglet à l'autre. Est-ce que du coup, est-ce qu'on peut cacher, j'ai envie de dire, les onglets de base? Les onglets. Oui. C'est tout à fait possible. Et ça se fait. Alors là, je suppose qu'on est dans le cas d'usage de l'interface Webby classique. Ça se fait via l'interface de customisation que je vous ai montré tout à l'heure. Quand je vous ai montré qu'on pouvait customiser l'interface en cachant des boutons ou pas. Et donc dans cette interface, il y a une partie qui expose les onglets, les rendre visibles ou pas, pour le mode consommation ou pour le mode designer. D'accord. Et pour la nouvelle interface? Alors pour l'interface, non, ça ne s'applique pas encore, mais ça arrivera par la suite, en 4.3, parce que, encore une fois, comme on travaille sur un nouveau designer qui s'alignera sur l'expérience du nouveau Webby Interactive Viewer, l'ensemble des options de cette UI customisation s'appliqueront partout à égalité, ce qui signifie que vous pourrez cacher la drop-down list également. Voilà, en mode conso et en mode création. Alors, je vois qu'il y a des nouvelles questions qui arrivent, mais je crois que la PAM pourra répondre. Je sais qu'il y en a deux par. J'avais retenu. Alors, Grégory, tu as également accès à l'onglet questions. Hein, oui, je suis en train de regarder. Bon, je vais prendre dans le désordre. De toute façon, ce que je ferai, c'est que vous allez me communiquer la liste des questions, puis j'y répondrai offline. Donc, est-il prévu d'avoir une dimension géographique descendue au niveau européen, France, région, commune? Alors, oui et non. Donc, on a déjà une capacité de générer une dimension géographique dans Webby depuis la 4.2 SP2. Ce qu'on prévoit, c'est de mettre à jour la base de données sous-jacente pour refléter plus, notamment les nouvelles régions françaises. On peut descendre au niveau des villes, mais les villes que l'on expose, c'est toujours les villes qui ont plus de 100 000 habitants. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, pour la 4.3, ce qu'on va faire,
on travaille sur une nouvelle capacité de géographique qui utilisera les latitudes, longitudes. Elle sera en mode connecté, en mode online. Et l'idée, c'est de vous laisser choisir quelle fond de carte vous voulez utiliser, si c'est du Google, si c'est du MapStreet, si c'est du Bing, si c'est du Esri online ou du Esri on-premise. Vous choisirez. Et le nouveau, ce sera ce qu'on appelle un wrapper. Le nouveau composant vous permettra de choisir et placer vos points basés sur la latitude et longitude et de définir en plus ce qu'on appelle des custom shapes, c'est-à-dire si vous voulez créer une custom shape qui résonne une zone de chalandise spécifique à partir de points, vous pourrez le faire et vous pourrez mapper et vous donner comme ça. Donc ça c'est en 4.3 pour les deux options que je viens de vous dire. Voilà, donc très peu de choses par rapport à la question initiale. Comment passer d'une version SP5 et SP6 sans réinstallation? Il faut télécharger le update, le SP6 update. Voilà, c'est un update qui s'installe sur une version précédente. Donc vous pouvez faire du SP2 vers SP6, SP3, SP6, SP4, SP6, SP5, SP6 sans devoir faire une réinstallation complète. Alors peut-être une dernière question et ensuite on va mettre fin au webinaire. On a déjà eu l'occasion de répondre à la grande majorité. Une dernière question. Je prends la dernière qui a été loguée. Je suis désolé pour les autres. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Est-ce que le copier-coller de tableau ou graphe entre documents fonctionne et transfère également les requêtes sur la SP6? Alors, la fonctionnalité dont vous voulez faire référence, je suppose que vous faites référence à ce qu'on appelle les éléments partagés, les shared elements. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité disponible depuis la 4.2 Service Pack 2. Elle est toujours disponible en SP6, que vous permet le shared element, c'est-à-dire vous prenez dans vos documents existants ou les nouveaux documents, vous prenez une table ou un graphique et vous dites partager en tant que shared element. À partir de là, ça vous crée dans votre repository, donc dans votre endroit où vous stockez tous vos documents, un nouvel objet qu'on appelle un nouvel objet shared element. Et ce shared element contient tout ce que vous avez partagé. Il contient la définition de la requête, les objets sélectionnés, donc les dimensions et les mesures, les variables utilisées, le bloc, si c'est un graphique ou une table, et tout le formatting appliqué sur cette table et votre bloc. Donc tout cela, ça forme un tout que vous pouvez réutiliser dans n'importe quel type, dans n'importe quel autre document. Donc simplement en faisant glisser, déposer ce shared element, vous allez récupérer tout, la requête, les dimensions, les variables, le bloc, la table et le formatting. Et donc ça c'est plutôt génial. Donc ça répond à la question comment réutiliser un bloc ou une table entre deux documents, deux instances de documents. Plus la chose qui est plutôt formidable avec cette technologie, c'est qu'on garde une référence. Ce qui signifie que si vous réutilisez un shared element dans, disons, 20 documents, le même shared element est utilisé dans 20 documents, quand vous voulez mettre à jour les 20 documents, vous ne devez pas le faire unitairement. Vous devez juste mettre à jour le shared element initial et la mise à jour de ce shared element peut être poussée dans les 20 documents automatiquement. Voilà. Alors merci Grégory, on a un peu dépassé le temps, je suis désolé pour ça. Merci à tous les participants. Donc on a eu l'occasion de balayer un peu les principales questions. Pour ceux qui n'ont pas eu de réponse, on reviendra vers vous personnellement. Merci à tous. Donc je vais mettre fin au webinaire. Au moment où je vais mettre fin au webinaire, vous allez avoir une petite enquête de satisfaction qui va apparaître. Donc si vous avez un petit peu de temps pour y répondre, ça nous permettra de nous améliorer. Ça nous sera grandement utile. Voilà. Merci à vous. Merci Grégory. Merci. Au revoir. L'équipe JB Smith, vous restez en ligne? Oui. Merci.